Nous sommes ici à l'ouest de la Guyane, à Saint-Laurent. C'est la ville principale de l'ouest guyanais. On a un fleuve qui s'appelle le Maroni, qui sépare le Suriname. Oui, donc on a passé un peu de temps sur le Maroni. Hein. Sur le Maroni. On a fait la traversée en pirogue. C'est le moyen de locomotion le plus rapide et le plus utilisé par les habitants de Saint-Laurent, par les habitants d'Albina du côté du Suriname. Alors on a vu que ces personnes justement l'empruntent régulièrement, mais j'ai été étonné de ne pas voir de contrôle du tout. On ne peut pas contrôler parce que ça, vraiment il faudrait 3 régiments militaires là, pour pouvoir contrôler, parce que l'afflux est vraiment immense. Et puisque c'est le même peuple, bon voilà, il bouge à longueur de journée, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un contact continu comme ce que nous avions aux Comores. Tiens, ça nous fait penser à... Oui, mais parce que quand vous voyez un Surinamien ou quelqu'un du Guyana et un Guyanais, morphologiquement, tu as du mal à faire la différence. C'est le même peuple. Ce sont les Bouchelengue, voilà, qui sont en grand nombre ici. Ce sont les gens du fleuve. Donc, ils se connaissent mieux, ils parlent le taki-taki. Bon, voilà, c'est la langue d'ici la plus courante. Bon, donc, et puis, bon, finalement, du côté du Suriname, on parle le néerlandais. Mais le néerlandais, bon, c'est souvent le taki-taki ou bien un peu le créole. Alors, on a vu des personnes qui ont été... visiter tout simplement en partant de Saint-Laurent et qui vont pour faire des courses parce que c'est plus intéressant de l'autre côté. Du côté Suriname, la marchandise coûte moins cher, les produits alimentaires coûtent moins cher que du côté français. En plus, il y a la devise. Donc, ils utilisent l'euro en échange de leurs achats du côté surinamien. Et puisque la monnaie locale là-bas, c'est le dollar surinamien, est tellement très bas, donc finalement, ils arrivent à faire une bonne affaire. Et donc la police de l'aire de frontière, il ne peut pas contrôler. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour l'île de Mayotte, tenez, où depuis 1995, avec l'instauration de ce visa baladure, des milliers et des milliers de morts sont constatés presque toutes les semaines. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu sur votre question, mais il y a le fait que ce sont des îles, c'est tellement très petit, ils ont beaucoup plus de moyens. Ici, c'est un continent, c'est tellement très vaste. Et ici, la gendarmerie et la police nationale ont peur de leur vie, parce qu'un gendarme qui interpelle un Guyanien ou un Surinamien, c'est toute la communauté qui lui rentre là-dedans. Donc, pour une question de sécurité, ils contrôlent les bateaux. Voilà, qui font les traversées tout le temps, les bateaux qui amènent les voitures, mais pour les piroguiers, non. Pour revenir à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un endroit qui est chargé d'histoire, chargé de vestiges historiques. Effectivement, puisque nous sommes ici dans le camp de transportation. C'est dans ce lieu qu'on emprisonnait les anciens prisonniers les plus dangereux. Donc c'est connu ici comme c'est le bagne ici. Donc en Quand Guyane, on dit le bagnard, ce mot... Ce sont les prisonniers les plus dangereux qui ont marqué la période de l'esclavage, qui ont marqué la période coloniale. Donc maintenant c'est devenu un lieu historique chargé de la mémoire de l'esclavage, chargé de la mémoire de l'histoire de la Guyane. Donc ici, comme l'île du Diable, là où on avait emprisonné Dreyfus, ce sont des lieux mythiques, mais aussi des lieux qui sont liés à l'histoire de ce département. Comment partir de ce camp de transportation sans être touché par une certaine présence de ceux qui ont habité ce lieu et marqué de leur vie l'histoire de la Guyane?